Alors, maintenant, on va passer à la période de questions. Vous allez lever la main, s'il vous plaît, si vous avez des questions, des commentaires. Puis moi, je vais vous donner le micro parce que vous devez être entendu par les interprètes. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui lève la main. Soyez pas gênés. Oui, ben, en fait, les présentations. Ouais, vous pourriez peut-être tous venir en avant au lieu que je me promène avec le micro, puis ça va être plus facile. Alors, on va d'abord vous installer. Can you come? Ça. Bon, Mélanie, C'est Karine. peut-être. Ouais. Oui, c'est bon. Non, il y a une chaise là-bas, Mélanie. Ah, c'est beau. Je joue à la chaise musicale, mais. C'est bon. Alors, moi, je vais aller au milieu parce qu'il faut que j'aille porter le micro. Alors, j'avais déjà quelqu'un ici qui avait levé la main. Thank you very much for the excellent presentations. My name is Darren. The question is more directed at Jonathan and Ian, but this idea of a collective identity building was sort of like a thread that we saw yesterday and today. And, oh, I'll speak up, sorry. This thread of collective identity building thread we saw yesterday and today continues on. Coming from the academic sector, negotiating, I had an experience only once, but I had an interesting experience in negotiating collective agreement for contract academic staff at a university in Ottawa. And this idea of a professional precarious worker certainly applies. It was noted on in your concluding slide, so it's a good place. I'm just curious about and how you think about this in the contexts that you've seen or worked or have like just mused about thinking about the university sector to apply that idea, but the sort of the tensions within that, because when we negotiated, we ran into three problems with that. First, the members themselves saying, oh, well, this job is just like this other thing that I do. I have a full-time job, and that those members were pitted against the much more vulnerable, like the PhD students. Like I was teaching when I was a doctorate student, and that put us against these like lawyers who came in and like top part-time just for to pay their golf membership, as like some people said at our general meetings. And then second, when we were negotiating with the deans of the department, the faculty deans, their argument was that they wouldn't put our sort of professional nature into the collective agreement, that we weren't being recognized as academics and teachers, as like faculty members are, as sessional or contract instructors. That naming of that identity basically eschewed the idea that we would be. We also do research too. We are only teachers. So I think that as the instructors, we struggle with that. And organizations like the Canadian Association of University Teachers sort of push the idea of contract academic staff as the identity. Whereas like other institutions are like, no, you're just a contract instructor, you're just a sessional, you're just like, they don't even mention that dual part. And this is just a springboard for a real job. Like these are the narratives, these are the discourses that we faced when we were bargaining, and even coming across the table from us, but within our own membership is that tension. So I'm just curious how you've continued to think about the application of that notion of the professional precarious worker in the university sector. Thank you. Je me demande on a jusqu'à écart pour... alors, bon, peut-être qu'on pourrait... C'est une question qui est adressée spécifiquement... Mais on peut prendre plus de questions aussi. Vous avez d'autres questions? Oui, c'est ça, parce que sinon, on va manquer de temps. Donc, vous notez. Oui, qui a levé la main? Micro-homme, micro-femme. Alors, c'est toi qui l'a... Non, on va faire comme... non, mais moi, j'apprécie bien parce que j'essaie de donner la possibilité à tout le monde de parler. Mais merci beaucoup pour vos présentations, c'est super intéressant. Ma question va également s'adresser à Yann et à Jonathan.
Au niveau de la recherche que vous avez faite, vous avez abouti à un contrat type, si j'ai bien compris. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est pour l'avenir, dans quelle mesure les employeurs se sont engagés à respecter ce contrat type-là et quel genre d'obligations ont-ils à le respecter? Et la deuxième question, qui est peut-être plus facile, là, vous avez mentionné que c'est un groupe très précis et très particulier de travailleurs que vous avez réussi, dans le fond, à interviewer la plupart d'entre eux, si j'ai bien compris, le 60% ou quelque chose comme ça, ce qui est formidable. Est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de travailleurs que ça représente? Parce que je pense que c'est un nombre relativement petit. Et dans quelle mesure vos résultats de recherche pourraient être extrapolés pour un groupe de travailleurs plus gros et pour des cas où la source de travail ne provient principalement pas du gouvernement? Merci pour les présentations, tout le monde. J'ai une question pour Jonathan et Mélanie. En fait, c'est peut-être plus un commentaire. Par rapport au modèle, le modèle est extrêmement intéressant. Il me semble qu'il y a peut-être deux dimensions qui pourraient être mises en évidence, notamment toute la question des ressources, par exemple. Hein. Peut-être que un modèle de servicing est peut-être moins impliquant au niveau des ressources que les autres. Et ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, toute la question aussi du temps. Hein, servicing, c'est peut-être business as usual entre deux négociations, l'abri de négociation et la grève, mais peut-être ça pourrait être intéressant d'avoir ça de façon un peu plus explicite sur le modèle, puis aussi, ça serait peut-être aussi intéressant d'avoir des expressions françaises pour les 3 termes. Merci. Ça va pour ce premier groupe de questions. Alors, est-ce que vous voulez répondre tout de suite, puis après, on va passer à d'autres questions, commentaires, s'il y en a. On va commencer par Yann et Jonathan. OK. Vous avez le micro, c'est bon. Pour répondre à la question de monsieur ici. En fait, l'identité professionnelle précaire dans le cas des archéologues, ce qui est particulier ou ce qui nous a particulièrement étonnés, c'est qu'ils se sont vraiment réappropriés cette identité-là. C'est eux-mêmes qui ont mis de l'avant leur propre précarité et qui l'ont politisée. Qui l'ont politisée en la rattachant avec les conditions scientifiques du travail. Dans ce contexte-ci, pour les archéologues, Yann va plus parler du contexte académique, moi je suis nouveau. Mais sur le contexte des archéologues, eux, ce qui a été particulier, ce qui leur a permis de construire une identité collective, c'est vraiment qu'ils ont mis de l'avant la précarité en la liant avec la professionnalisation, avec la capacité à mettre de l'avant un travail scientifique. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence et ce qui fait encore la différence aujourd'hui et un peu ce qui fait peur aux employeurs aussi. En fait, il y a une capacité à construire un narratif qui n'est pas, pour faire un lien très ténu avec le contexte des académiques, les employeurs vont toujours essayer de aussi se réapproprier de l'autre côté l'identité et de mettre dans un coin la précarité. Et les travailleurs, eux, ont dit non, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous-mêmes, on va le reprendre et on va le mettre de l'avant. Ce qui fait la différence, ce qui a permis de construire une identité qui rassemble tous les travailleurs. When these workers claim to be speaking as professionals and claim to be concerned about the quality of the work, some of the employers would roll their eyes and sometimes actually say out loud, "How dare you talk about the quality of the work? We are the ones who talk about the quality of the work." So in both cases, the employer did push back against this invocation of a professional aspiration, but probably less so in our case, and possibly because we're in an informal, unstructured context. So they didn't want to antagonize the workers because they didn't want to further divide the community. Their line was always, "Nous sommes tous des archéologues." Il n'y a pas de différence entre, there's no difference between the employees and the employers. So if they pushed too hard against that would have divided up, that would have opened a divide that they didn't want opened up. Sur le contrat type, c'est bien évidemment, il n'y a aucune obligation actuellement.
L'intention, c'est de convaincre ou de pousser l'association de mettre en place un régime de négociation par comité, établir un comité d'employeurs pour entrer en négociation avec le CNTAC et de contraindre tous les membres employeurs de respecter le contrat type. Voilà la vision à long terme, d'établir une négociation plus formelle sectorielle. Mais actuellement, c'est juste une norme. Et il ne faut pas minimiser l'importance de cette norme. Le contrat, ça représente la norme. Et il y a eu énormément de travail qui a été fait pour établir ce norme. Il y a beaucoup de légitimité derrière la norme. Alors les employeurs se sentent contraignés juste par le fait que la norme a été établie, partagée avec tout le monde dans le secteur. Et pour répondre à la deuxième question, il y a 174 travailleurs dans le secteur. On a réussi à rejoindre 130 quelques. Dans un secteur où la valeur ne vient pas largement du public, évidemment, ça changerait la donne. Mais je pense que jouer sur les réputations des employeurs et le bien public pourrait aussi jouer dans des secteurs plus orientés vers le profit aussi. Puis sur le modèle, oui. Premièrement, j'ai été interpellée par la question de l'identité chez les académiques. Je suis à l'exécutif syndical des professeurs de l'Université de Montréal et je suis à la table de négociation. Et je vous dirais que le narratif qui vous serve, il sert aux professeurs aussi. Donc, c'est à l'heure actuelle, les travailleurs hautement qualifiés se voient contraints. Dans le monde académique, en tout cas, le narratif patronal, il est très sévère. On minimise beaucoup la part du travail et dans toutes les négociations dont moi j'ai été au courant ces derniers temps, le narratif patronal, il est partout pareil, du moins au Canada. Et c'est de plus en plus difficile de faire valoir cette identité de professeur-là. Et la réponse, à mon sens, la plus simple à donner à ça, c'est la transformation du modèle universitaire. Donc, l'université un peu entrepreneuriale qui est en train d'apparaître un peu partout, ça change le travail professoral, ça change aussi le travail des chargés de cours, ça change aussi le travail des auxiliaires, etc. Donc, tout ça est lié, selon moi. Et ce narratif patronal-là, il est très fort et je vous dirais qu'il nous est, nous aussi, servi. Donc, j'étais un peu interpellée par votre question. Sur la question du modèle, merci beaucoup parce que les suggestions sont les bienvenues. Effectivement, le modèle mériterait d'être un peu plus creusé et surtout d'être appliqué à d'autres cas. Et sur ta question de franciser les termes, je suis un peu moi-même critique du modèle servicing, mobilizing, organizing. La première chose que j'aurais le goût de te dire, c'est que le premier, pour moi, réfère à une compagnie d'assurance. Le deuxième, à un syndicaliste opportuniste. Puis le troisième, à du syndicalisme. Merci. Donc, Geneviève, tu voulais là-dessus? Je ne suis pas du tout une spécialiste du syndicalisme, mais ce modèle-là en trois catégories, il m'interroge parce que le servicing en matière de santé et sécurité, c'est la défense immédiate des travailleurs qui ont été victimes d'une lésion professionnelle pour se démêler dans le dédale, etc. Puis c'est impossible à éliminer. Fait que si c'est présenté comme des catégories mutuellement exclusives, ça ne marche pas, hein? Parce qu'on ne peut pas abandonner ça. C'est-à-dire que si le syndicat ne fait pas ça, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, en fait, c'est pas une obligation, là, cette défense-là. Hein, ils ne sont pas obligés de faire ça. Mais s'ils ne le font pas, les travailleurs vont fuir. Là, ils vont dire à quoi ça sert de payer des cotisations s'ils ne me défendent même pas quand je suis blessé. Fait que c'est comme l'enjeu, c'est surtout de passer de l'individuel au collectif, c'est-à-dire de comment tu fais pour pas juste défendre un cas, mais essayer d'en tirer quelque chose pour faire de la prévention. Puis bon, c'est un gros enjeu, mais en tout cas, c'est comment on fait pour pas opposer, mais articuler. Là, c'est beaucoup d'efforts, là, parce qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps, mais je serais plus à l'aise avec une typologie qui ne les épouserait pas. Puis je reste très mal à l'aise avec le fait que le mot mobilisation
auquel je suis affectivement attachée soit identifié comme quelque chose d'instrumental, même si je sais, puis en particulier dans le cas de la santé au travail, c'est souvent le cas. Si je pense à nos situations de professeurs, par exemple, avant les négociations, on parle de notre charge de travail qui est excessive, etc. Puis quand on arrive à la négo, de quoi on parle? Des augmentations de salaire. Bon, ça peut à la limite, on parle du plancher d'emploi, mais bon, puis qui est une manière de s'assurer que la surcharge ne va pas se augmenter, mais souvent, ça arrive, ça, c'est que les travailleurs sont très mobilisés par des enjeux du quotidien, dont la surcharge, l'intensification du travail, mais après ça, quand on arrive aux négociations, souvent parce qu'on ne sait pas comment mettre ça en chiffres, mais aussi parce que parfois, on est juste instrumentalisé, ça passe pas à l'étape suivante. Puis c'est un enjeu qui revient, je l'ai lu à beaucoup d'endroits, là, en France, tout ça, dans un bouquin récent, là, Syndicalisme et santé au travail. Et, en tout cas, je trouve qu'il y a des enjeux intéressants puis je pense que de passer des deux premières catégories à la troisième, je suis très opportuniste, là, je pense que ça passe aussi par pas juste de l'enveloppe, qui est l'emploi, mais au travail comme tel. C'est ce qu'on essayait de présenter là, dans notre truc, c'est-à-dire parler de ce qu'on veut faire, pourquoi on veut bien faire le travail. C'est ce que vous disiez aussi, dans le sens du travail. Puis dans n'importe quelle catégorie professionnelle, même les métiers non qualifiés, on voit l'importance que les gens accordent à bien faire leur travail. Pas faire des bullshit jobs. Je sais que vous avez des choses à répondre, mais je vais encore interpeller la salle pour savoir s'il y a des questions. Vous pouvez revenir sur des points qui ont été traités. Des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vais en faire. J'en ai une question en tête. Thanks for the really good presentations. A little bit also on this issue of the multiple dimensions of unionism. It reminded me quite a bit of the Sidney and Beatrice Webb's work, which, sorry to bring up another Anglo tradition, but I think a useful one in terms of thinking of mutual aid as a dimension of union work that was sidelined throughout business unionism, and yet particularly as precarity becomes so expanded, it's something worthwhile thinking of. How do you, and a bit to the last comment, how do you achieve the delivery of services while empowering and deepening class consciousness, I think, is a challenge. And some folks that have been looking at that have studied worker centers as new forms of organizing. So I think mostly it's just real exciting to see that you guys are working on a new model to kind of deepen that. And I just wanted to mention a book that I found useful in that area was work by Adrian Eaton and others that came out in 2017 on informal workers, and so multiple examples from around the world that they're trying to develop identities and translate that into power vis-a-vis employers. Yeah, that's all. Autres questions, commentaires? Moi, après je poserai la mienne. Excuse-moi, Claude. Quand j'ai écouté la présentation que vous avez faite, j'ai pensé qu'il y a eu une période de temps où il y avait un modèle comme ça qui circulait au Québec dans les années 70, le syndicalisme de combat versus le syndicalisme d'affaires. Est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec ce qui a été dit? Parce que ça a duré un petit bout de temps. Puis après ça, à un moment donné, au milieu des années 80, là, c'est tombé parce que là, c'est devenu le syndicalisme, les fonds de travailleurs, toutes ces choses-là. Vous êtes en train de ressusciter un peu le débat qui avait été fait à l'époque. C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bon. Hein? C'est pas parce que c'est vieux que c'est Non, pas non, bon. c'est pour ça que j'en parle. Si c'était pas bon, j'en parlerais pas. Mais c'est vrai que c'était un peu simplificateur dans le temps, puis ça a servi à créer peut-être des clans dans les organisations syndicales. Mais il en demeure pas moins que ça avait fait évoluer les pratiques syndicales. Moi, j'ai connu des conseillers syndicaux qui, comme on dit, ils surveillaient les fesses après ça.
Et il était obligé d'être un peu plus, je dirais, imputable, à tout le moins, vis-à-vis des syndicats. Deuxièmement, dans le modèle que vous avez fait, vous avez commencé par le servicing. C'est vrai que ça a pris pas mal toute la place. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le genre de syndicalisme catégoriel qu'on a au Québec, ça va être le fond de la patente, le fond de commerce, si je peux appeler ça des syndicats, c'est ça. Et on a vu dans la dernière campagne de maraudage dans le secteur public des publicités par des syndicats qui se prétendent très militants. Dire, si vous signez avec nous autres, vous allez payer 2 piastres de moins par mois pour vos assurances. Là, écoutez, j'étais dans un abribus, puis je voyais ça, puis j'avais quasiment envie de pleurer. Mais ça faisait l'objet d'une campagne. J'ai même vu ça dans le métro. Alors, je pense que c'est bon de ramener cette affaire-là, là, parce que il y a des, je dirais pas des examens de conscience, mais il y a au moins des réflexions sur la finalité du syndicalisme. C'est pas seulement qu'un business, cette affaire-là. Merci, Claude. Ça me fait penser au livre de Jean-Marc Piot, un vieux pionnier du combat au partenariat. Et la semaine passée, j'ai écouté le film de Gilles Bureau et Jean-Marc Piot. C'était un chercheur retraité sur le syndicalisme. Alors, moi, ma question, je me permets, Elia, je vous interpelle, et aussi Geneviève et Kevin, sur... je sais que vous êtes interpellés, Elia, sur aussi la question des worker centers, and how do you conciliate the question of servicing and mobilizing, organizing, or maybe, like, how do you do with this dilemma of servicing, organizing, mais aussi also on the methodology you use. Like, vous êtes très engagé, you are very engaged with the worker centers or the workers themselves. Vous êtes aussi très engagé dans vos recherches, vous faites du partenariat avec des organisations. Donc, qu'est-ce que ça implique comme défi, like the challenges to work really closely with the workers and the worker center? Alors, on commence avec Elia. We have 8 minutes. I can speak in here, is okay? Yeah? Okay. Yeah, in terms of my research, and I know I haven't spent, because this is a live campaign still, right? We're still ongoing and reacting to the news this week, that I haven't had a lot of time, literally, to, connect this to theory and to other labor scholars and that kind of thing. My research is really ethnographic, and in terms of, working on this campaign, definitely, things that people talked about in terms of workers' identities has a real part to play. We've really, I think, raised a lot of awareness about precarious work. At least in Toronto and the greater Toronto area, I find that a lot of people are talking about this. And especially paying attention to, sometimes it's very apparent, for example, in our airport, Pearson Airport, that, workers of color from the Caribbean, from Asia, that they are working the low wage jobs, right? And so a lot of, our campaign is figuring out how do we empower those people, because if you don't have a union and you can't speak out in your workplace, literally, what do you do, right? Some people, and I've had this experience as well when I haven't been in a union, that it's really terrifying. And I didn't have time to speak about it, but there is a dynamic, I think, between unionized and non-unionized workers. We have worked with unions, and some have been supportive, some have not taken it seriously at all. Even until now, right? I've kind of waved off the campaign, or maybe say their members earn more, we have better jobs, we're they kind of look down on us,
that I find, in my personal experience. So there's been like different demands coming from like the non-unionized low-wage workers, and then higher wage workers, more benefits, or focusing on like totally different things. And we're trying to like bring these people together, have a united front. So it's really difficult because they have different demands. But for example, it's very interesting with professionals who are contract workers, and we do have. Part of the campaign, we focused on like different sectors, and one sector is college faculty. You may have heard of the strike last year in Ontario, right? A lot of people saying we are professionals, we are so highly educated, but we're treated like garbage, right? Because we work contract to contract. And they are a part of a union, but we're saying like even sometimes unionized workers are facing such precarious working conditions, right? And even their wages are being cut or their benefits being cut. So we're trying to like make so many different connections, and it's been very hard with the unions who have the kind of like business unionist model. Right, because they don't want to take direct action. We find, right? But if your union is very focused on what's happening at a bargaining table, it's very hard for them to get them involved in this campaign and to say like we should have community petitions, rallies, all these creative actions that we did in the campaign. We found some resistance from unions, so we're trying to work on that. Work with like rank and file networks and try to get them involved in the campaign. Workers Action Center is a place that provides legal support for non-unionized workers in Toronto. Their information is on the materials that I gave you, and they're a really, really great place because they've had specific programs to train people in different languages, those who, they have injured workers who work minimum wage. So that has literally been like some of the only like organizing place for them because they don't have a union to go to, right? And I'll just leave it there. Thank you. Thank you. Merci. Je passe le micro. C'est sur la méthodologie, les défis si vous voulez, de la partenariat que vous faites parce que vous travaillez. Vous avez parlé du fait que c'était quand même important qu'il y ait eu une recherche préalable. Ça nourrit l'action syndicale en quelque sorte. Il y a comme une rétroaction toujours et puis une interaction entre l'action et la recherche. Et c'est particulier, ça, quand même, à vos recherches, il me semble. Moi, je ne sais pas faire autre chose que ça. Oui, mais c'est quand même, je pense que c'est toujours des allers-retours, la rétroaction, et c'est quand même assez original, en tout cas dans le champ des relations industrielles, il me semble, la période... En tout cas, moi, je me trouve juste bien chanceuse qui nous ouvre les portes puis qui nous donne accès à quelque chose de vivant qui nous apprend beaucoup. Puis bon, ce qu'on fait, nous, c'est un miroir, mais un miroir qui organise un peu les choses puis qui aide à réfléchir. Fait qu'on, comme on a du temps puis que c'est ça notre job, ben, on aide à réfléchir. Fait que c'est juste un grand plaisir de pouvoir le faire, là. Mais c'est ça. Donc, on apprend beaucoup, puis on espère, en tout cas, la réception est bonne. Voilà. Mais en fait, ma question, c'est... Oui. Vous utilisez le processus de rétroaction, si je comprends bien. Donc, est-ce que vous présentez vos constats et vous les modifiez en fonction de ce qu'on vous répond du côté des syndicats ou des groupes communautaires? C'est ça? Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce que c'est une coproduction de la recherche ou c'est vous présentez vos résultats, puis c'est tout? Est-ce que c'est ça? Bien, concrètement, cette recherche-là, elle dure depuis 2014. Après la phase 1, on a été invité à la FTQ, dans des syndicats affiliés à la FTQ, à la CSN, à différents niveaux. Puis on présente les résultats, ils sont discutés, puis parfois ils sont utilisés dans des ateliers où est-ce que les militants eux-mêmes discutent. Puis bon, ça nous sert de matériel aussi. Puis éventuellement, bien, ils vont reprendre ça dans des formations pour bonifier leur matériel. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis des fois, on a des comités de suivi aussi, c'est-à-dire dans chacune des centrales. Puis ils sont super parce qu'ils acceptent qu'on fasse la recherche sans comparer les centrales, mais quand même, ça circule, l'information entre les deux. Donc, c'est pas un domaine sur lequel ils sont en compétition, beaucoup, là, la santé au travail. Fait que, donc, nous, on présente ce qu'on observe, puis ils nous ramènent ce qu'ils en pensent avec les comités de suivi, mais aussi avec les militants qui sont invités à des activités.
puis je vois pas quand est-ce qu'on va arrêter ça, là. Ça va poursuivre. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Merci à tout le monde. Et puis à vous qui avez été là, très attentive. Alors, on continue. On lâche pas.